Bonjour à tous, merci à vous d'être présents pour assister à cette séquence sur les médias, donc avec d'illustres panélistes. Donc merci à vous également d'être présents pour participer à ce panel. Donc, merci tout d'abord, je vais déjà commencer par vous présenter ces pénalistes. À commencer par Alex Ogou. Donc Alex, tu as été acteur, réalisateur et tu es également maintenant producteur de séries à succès en Côte d'Ivoire et au-delà. Tu as notamment réalisé les séries Invisibles et Cacao, série phénomène en Côte d'Ivoire ces dernières années. Série que tu as pu coproduire avec Canal+. Françoise, tu es la présidente du conseil d'administration de Canal+ Côte d'Ivoire et de A+ Ivoire, donc la chaîne ivoirienne qui se veut au plus près des Ivoiriens. Et tu es également Senior Network Partners chez ESP Partners, une institution qui favorise la prospérité par l'entrepreneuriat et la compétitivité pour une croissance plus inclusive en Afrique. Quant à toi, Marie, merci encore d'avoir fait le déplacement et d'être parmi nous aujourd'hui. Tu es la fondatrice de la société de conseil stratégique Restless Global, qui accompagne les groupes et investisseurs publics et privés dans le secteur des industries culturelles et créatives et du sport business en Afrique. Et quant à toi, Grégoire, merci également d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à nous à Abidjan. Donc, tu as créé le Festival du Rire de Montreux en 1990, à l'âge de 21 ans. Et tu es en train de décliner ce festival en Afrique, dans des zones francophones, qui constituent donc un nouveau terrain de jeu de l'humour pour le Montreux Festival. Et donc pour démarrer ce panel, donc, je vais céder la parole à Alex Ogou, donc, d'une certaine manière notre hôte en Côte d'Ivoire. Donc tu as développé la société la société Plan A, donc, de production audiovisuelle. Donc pour aller au-delà du cinéma, donc première question, Alex, pourquoi l'audiovisuel plus que le cinéma? Et pourquoi s'être dirigé vers le monde de la série télévisée? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux évidemment de faire partie de ce panel avec mes illustres co-panélistes. Pourquoi bon, déjà Plan A, en fait, Plan A est une joint venture entre le groupe Canal+ et moi-même. Donc c'est la première fois que je crois que le groupe Canal+ crée une société avec un particulier et j'en suis assez fier et je crois que c'est la concrétisation en tout cas de deux visions et d'ambitions communes. Que ce soit dans la volonté de encore plus représenter les productions africaines, l'image de l'Afrique et nos histoires. Donc voilà, nous nous sommes rencontrés sur le fait qu'on avait vraiment besoin de produire plus et qualitativement. Et en même temps, avec l'expérience que j'ai réussi à acquérir, de pouvoir faire aussi un accompagnement dont le groupe aussi a besoin pour pouvoir continuer à développer le secteur. Et après tout, pour arriver quelque part à une industrialisation du secteur. Qui dit industrialisation du secteur dit forcément se donner les moyens pour. Et il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est la pérennisation du travail, la pérennisation des talents. Et quoi de mieux que les séries aujourd'hui qui permettent de produire constamment, de tourner constamment, pour qu'on arrive justement à créer un jour une espèce d'industrie qui va pérenniser tous ces talents. En fait. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif de Plan 1. De pérenniser des talents locaux, Des enfin, il y a une talents locaux volonté. et de continuer à de montrer ces talents à l'international aussi, parce que la vocation est de toujours de contribuer à ce que nos talents et que notre parole soit la plus largement diffusée. Et donc cette association avec le groupe Canal+, qui est justement un grand diffuseur, permet justement de rester dans cet état d'esprit. Dans l'état d'esprit du développement d'une parole locale. Enfin, c'était également le but Complètement, avec la série. complètement d'un point de vue africain, ouais, je dirais d'un point de vue africain. Et pourquoi la série plutôt que le cinéma? Je veux dire, le cinéma, on sait très bien la difficulté qu'il y a à financer du cinéma et la difficulté donc à créer de la récurrence. Or aujourd'hui, les financements sont dans la télévision, le public est dans la télévision. Et je veux dire, avec ce qu'on vient de vivre là avec le Covid, je crois que on a le plus bel exemple sur le fait que les gens, malgré tout, continuent à regarder la télévision et qu'il faut que nous, Africains, nous soyons présents sur ce secteur, clairement. Est-ce que tu penses que la série télévisée permet d'accorder davantage de visibilité justement à ce contenu local, davantage que des productions cinématographiques? Tout à fait, déjà, ne serait-ce que par le fait qu'une série
avec plusieurs épisodes, te permet quand même de rentrer plus profondément dans les histoires et de fidéliser une clientèle, enfin quand je dis une clientèle, un public, après qui peut devenir une clientèle pour un diffuseur. Mais non, clairement, je veux dire, on avait besoin de pérenniser ces rendez-vous avec notre public qu'on n'arrivait pas forcément à rencontrer lorsqu'on fait des films de cinéma. Parce que, je veux dire, les films de cinéma africains, quand ils arrivent à sortir à l'international, on les appelle des films pour les festivals, et qui sont vus dans des festivals internationaux et qui ne sont pas forcément vus par le public africain. Donc, je veux la télévision aujourd'hui, en plus avec le type de production premium qu'on fait et qu'on veut accroître, c'est ce que j'appelle ramener du cinéma à la télévision. Et du coup, quel a été l'objectif, pourquoi avoir développé cette société, donc en partie avec Canal+ Côte d'Ivoire? Non, pas avec Canal+ Côte d'Ivoire, avec le groupe Canal+ International. Non, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment une rencontre de vision et d'ambition, et quelque part de garantie mutuelle. Je veux dire, pour moi, évidemment, quelque part, c'est une garantie de pouvoir avoir une écoute, une attention, un accompagnement et un financement. Pour eux, c'est aussi une garantie d'avoir la qualité et un suivi et un sérieux dessus. Donc je crois que c'est un partenariat, comme on dit, win-win, mais surtout l'intérêt, je veux dire, les grands gagnants sont le public africain, ça c'est clairement. Le développement d'un partenariat pour des productions audiovisuelles, non pas cinématographiques, ce qui me permet de poser la question, Françoise, comment Canal+ est entré donc, dans la production de séries télévisées et pourquoi? Je vais juste faire un témoignage et j'espère effectivement que ça inspirera des sociétés françaises ou internationales à investir sur le continent africain. Donc il faut savoir qu'au début, Canal+, l'histoire, c'était une histoire purement culturelle. C'était aussi le partage de la francophonie, donc il n'y avait pas forcément une ambition purement économique. Et moi, je suis rentrée dans le groupe au démarrage de Canal+ en Côte d'Ivoire. C'était une start-up, très peu de... voilà, avec une chaîne. Et j'ai eu le privilège de voir en 20 ans, 25 ans, l'évolution et la transformation de cette filiale et du groupe d'une manière générale sur le continent africain, parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai qu'au début, lorsqu'on avait notre chaîne qui s'appelait Canal Horizon, il fallait diffuser du contenu local, du contenu africain, et donc c'était plutôt du cinéma, parce que très peu de séries, ou en tout cas, les séries n'étaient pas forcément aussi importantes qu'elles n'existent aujourd'hui. Et donc au bout de 25 ans, le modèle a été totalement transformé. On a vu qu'il y avait une appétence pour le public africain à regarder et à aimer son histoire, sa culture. Et donc d'une chaîne de télévision, le groupe s'est transformé en un distributeur de chaînes internationales, et dont des chaînes Canal+, et des chaînes avec aussi du contenu. Et grâce à l'arrivée de réalisateurs, de compétences, parce que ça aussi, ça a été une vraie transformation. On avait au début des cinéastes historiques, Henri Duparc, voilà, qui ont fait quand même l'image de la Côte d'Ivoire. On est aujourd'hui avec des nouveaux réalisateurs qui ont une approche décomplexée, internationale, mais qui racontent aussi l'histoire des Africains, les histoires modernes, qui permettent qu'on s'approprie notre histoire, des histoires contemporaines. Donc on a parlé effectivement du succès de Cacao, d'Invisible, sur des phénomènes de société qui certes ont été tournés en Côte d'Ivoire, mais qui se concernent finalement tous les Africains. Et donc le groupe Canal+, au fur et à mesure de cette transformation structurelle, a investi de manière pérenne sur du long terme. Ça a pris 25 ans pour qu'aujourd'hui le succès du groupe Canal+ fasse que Canal+ est le relais de croissance du groupe Canal+, voire de Vivendi. Mais aussi avec un investissement, donc évidemment dans du contenu de qualité, avec des réalisateurs de qualité, avec aussi un investissement sur toute la chaîne de valeur, parce que c'était très important, et donc avec une transformation, avec un regard purement économique du modèle, avec aussi la capacité d'investir dans différents événements forts, le contenu. Aujourd'hui une JV avec Alex Ogou, avec aussi sur la chaîne de valeur, on a aujourd'hui des éléments de diffusion avec les canals Olympia. Enfin, on investit vraiment sur toute cette chaîne de valeur, donc c'est un travail sur du long terme, il fallait y croire. Ça permet aussi d'injecter évidemment du financement, ça permet aussi d'accompagner tous les acteurs des industries culturelles et créatives. Donc on parle
du cinéma, on parle de l'audiovisuel, mais on parle aussi de tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, on accompagne, on est fiers de voir que dans les séries, il y a des personnes de la mode et design de talent qui sont aussi, voilà, qu'on utilise, des maquilleurs. Enfin, on fait appel à toute la qualité de ces entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans cette chaîne de valeur et qui fait vivre énormément de personnes. Donc on parlait tout à l'heure du côté stratégique de cette industrie. Et d'ailleurs, je remarque effectivement, avant on parlait de la culture, maintenant on parle des industries culturelles, créatives. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, la ministre de la Culture maintenant est ministre des Industries, des Arts et du Spectacle. Donc il y a une prise de conscience aussi qu'il faut effectivement aborder ce secteur stratégique comme une industrie avec un véritable regard économique. C'est ça, donc d'une industrie où tout le monde a sa place, ce qui pose la question donc, du développement de tout l'écosystème, d'écoles de formation également. Donc quels seraient donc, les futurs projets de Canal+ après avoir participé au développement de sociétés de production pour produire du contenu local? Quelle serait l'étape d'après? Alors, on était distributeur. Ouais. Aujourd'hui, on a investi quand même dans une chaîne en Côte d'Ivoire, à Plus-Ivoire, qui est leader, on va le dire ça comme ça, à côté d'autres chaînes, parce qu'on a bénéficié de l'ouverture du paysage audiovisuel. On investit dans le sport, dans le football ivoirien. Donc là aussi, ce qui bénéficie à tous les acteurs du sport et du football, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc on y va prudemment, mais à chaque fois on y va parce qu'il y a des opportunités, parce que les choses s'ouvrent. Et évidemment, on pense à d'autres projets. C'est vrai qu'en amont de tout cela, il faut de la formation. Il faut des réalisateurs formés, il faut des techniciens formés, il faut des personnes dans le son formées. Et donc, oui, pourquoi pas demain se dire que ça peut être aussi une opportunité pour certaines entreprises, pour certaines écoles de formation. Il en existe déjà évidemment en Côte d'Ivoire, mais peut-être aussi favoriser des partenariats entre des écoles de formation dans ce domaine en France avec des écoles de formation en Côte d'Ivoire. Très bien, merci Françoise. Donc, c'est exposé sur le développement de vos activités donc, en Côte d'Ivoire et plus largement donc, en Afrique de l'Ouest. Et quand on parle de ces industries culturelles et créatives, donc, ressort un pays, le Nigeria. Marie, je sais que tu as une expertise continentale, mais avec une appétence particulière pour le Nigeria. Et donc, selon toi, en quoi le Nigeria sert-il de modèle pour les autres pays du continent quand on parle d'industrie culturelle et créative et d'audiovisuel? Pardon, c'est fort. Juste avant de parler du Nigeria, je voudrais juste rebondir sur la Côte d'Ivoire, puisqu'on est en Côte d'Ivoire. Je viens de terminer un gros rapport pour l'UNESCO sur les industries du film et de l'audiovisuel dans les 54 pays d'Afrique. Donc ça n'a jamais été fait avant. Donc on a maintenant, je l'ai présenté ce matin, donc on a maintenant une vision un peu d'ensemble, et donc je peux confirmer que le boom des séries télé dont Alex et Françoise parlaient en Côte d'Ivoire, c'est l'une des grosses tendances qu'on a identifiées dans ce rapport. Le boom de la production télévisuelle partout, dans plusieurs régions d'Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui est motivé par des nouveaux investissements d'acteurs comme Canal+, MultiChoice du côté anglophone, et Netflix qui est arrivé sur le continent en 2019, pour l'instant dans les pays anglophones, mais qui va bientôt arriver aussi dans la zone francophone. Donc en fait, dans cette étude, on a vu que 57% des pays d'Afrique reportaient une croissance de la production. Donc ça, c'est très nouveau. On est au début de ce boom, donc c'est quand même quelque chose qui est très excitant pour nous dans le domaine. Et ce boom peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a eu la révolution digitale, numérique, depuis une vingtaine d'années maintenant, qui a notamment mis à disposition des réalisateurs et producteurs comme Alex de matériel qui est abordable. Donc maintenant, on a les moyens de production en Afrique pour faire du contenu de qualité. Il y a donc le nouvel investissement de la part de tous ces acteurs. Et puis, il y a cette inspiration de Nollywood dont tu parles. Donc le modèle de Nollywood, c'est vraiment une success story indéniable en Afrique qui inspire beaucoup d'industries dans d'autres pays du continent. Et ce modèle-là, il est basé sur un modèle qui est purement commercial et il n'y a aucune subvention, aucune aide publique qui a soutenu la croissance du marché de Hollywood. Aujourd'hui, c'est une vraie industrie de ce qui génère 600 millions de dollars par an
qui emploie 1 million de personnes. Et les films de Nollywood aujourd'hui vont tête à tête avec les films de Hollywood au box-office et génèrent des retours aussi importants. C'est-à-dire qu'un film comme The Wedding Party au Nigeria, ça a fait 1,5 million de dollars au box-office. C'est autant qu'un film hollywoodien qui sort au Nigeria. Il y a eu un autre record battu en décembre, alors même que les cinémas réouvraient juste après la pandémie, donc ce qui nous donne quand même de l'espoir pour le futur, parce que le Nigeria est aussi un pays qui sort du lot en termes de réseau de salles. On parlait du fait qu'il y avait peu d'opportunités pour le cinéma. On est les premiers à avoir compté sur l'ensemble du continent 1594 salles sur tout le continent. Ça veut dire qu'il y a une salle pour un peu moins de 900 000 personnes en Afrique en moyenne, ce qui est vraiment très petit. Ce qui explique l'intérêt de la télé et des plateformes de diffusion digitale aujourd'hui qui peuvent atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, la puissance du modèle nigérian, c'est aussi ça, et ça inspire donc d'autres industries partout sur le continent. Très bien. Oui, vas-y, je ne sais pas si tu veux me poser la question. Et ce que je voulais dire, parce que je voulais faire la transition donc, pour Grégoire, c'est que ce que le modèle nigérian montre aussi, donc à part l'appétence voilà, du contenu local, du fait que ça peut être un produit commercial, c'est que c'est aussi très basé donc, sur l'expérience du cinéma. Donc les Nigérians vont beaucoup au cinéma. Même dans une ère post-Covid, on voit que ça revient. Ça fait partie du glamour du cinéma, ça fait partie de l'expérience sociale, familiale, amicale, qui est donc d'aller en salle. Et donc on commence à voir que normalement ça devrait revenir comme avant. Et donc vraiment la vérité de l'expérience physique dans un lieu, elle est valide et elle reste valide. Donc voilà, il y a un avenir positif aussi pour ce que tu fais, Grégoire, donc je te passe la parole. C'est ça, donc l'avenir sur l'expérience, donc l'expérience du spectacle vivant. Oui. Donc Grégoire, est-ce que tu peux nous parler donc, du développement de cette expérience Oui, nous en fait, effectivement comme l'a dit Marie, puis je vais reprendre exactement ce qu'elle vient de dire, nous on croit à l'expérience encore, l'expérience de se réunir dans une salle, et rien ne remplace finalement le lien qu'on a entre un humoriste sur une scène et puis le public. Maintenant, il faut savoir que nous, on part de là, mais ce n'est pas la finalité. Notre finalité, c'est aussi le contenu. Et aujourd'hui, par exemple, tous les spectacles qu'on fait au Dikoko à Abidjan, là à Cocody, on a installé dans notre Comedy Club, qui est donc le premier Comedy Club d'Afrique francophone. C'est la première fois en Afrique francophone qu'il y a un lieu d'humour qui est ouvert 5 jours sur 7, toutes les semaines de l'année. Donc on a plus de 250 représentations par an, parce qu'évidemment il y a quand même des jours où on est obligé de fermer, ne serait-ce que pour donner un peu de repos à nos équipes qui sont vite épuisées. Enfin pas vite épuisées d'ailleurs, qui sont épuisées normalement après une grosse saison ici. Et ça permet à des artistes de venir par exemple un mardi, de répéter, de faire le mercredi mieux, de le faire jeudi mieux, le vendredi et le samedi c'est beaucoup mieux. On voit une différence, ils ont une courbe de progression en Afrique qui est phénoménale. En plus on leur amène aussi de l'expertise, du coaching. Et donc ça nous permet de capter ce spectacle et puis d'en faire une captation qu'on peut ensuite diffuser sur la télévision. D'ailleurs on travaille beaucoup avec Canal+, donc on les remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment des gens qui financent l'écosystème. Et puis le lieu il existe, il est là, on a des caméras, donc les artistes peuvent du lundi au vendredi faire du contenu, faire des web-séries, développer des projets, faire des pilotes. Avec d'autres expertises. Et là, de nouveau, on est un projet sur une série qui s'appelle le Congo Sabar, qui est une série donc, de comédie de 26 minutes avec que des humoristes africains. Donc on a des Camerounais, c'est Valérie Ndongo qui est le patron de cette série avec des humoristes de tout le continent. Parce que c'est ça en fait, un humoriste, il commence son métier par jouer devant du public, des fois des salles de 4-5 personnes, il arrive à les faire rire, après c'est des salles de 80, après c'est des salles de 100, des salles de 200, et après cet humour qu'il a construit comme ça au fil de ses rencontres avec son public, eh bien il va pouvoir le décliner à la série, pouvoir le décliner au cinéma, et ensuite c'est ce qui permettra de toucher le plus grand nombre. Donc en fait c'est un écosystème totalement vertueux où il faut aller sourcer le talent et la scène c'est ce qui permet de les avoir au quotidien, c'est une croissance organique et puis ensuite il faut exploiter la chaîne de valeur et l'objectif c'est vraiment la diffusion. C'est la diffusion, c'est la télé, c'est les plateformes, c'est Canal. Évidemment maintenant on se réjouit qu'il y ait un marché qui s'installe en Afrique francophone aussi pour avoir une concurrence qui est importante et puis je crois que c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Effectivement, et vous revenez souvent donc, sur le fait qu'il y a un écosystème qui se développe. Donc
s'il y a écosystème, donc cela pose donc, la question donc, de la chaîne de valeur de cet écosystème et donc de la formation. On y revient à la fois de la formation et des capacités de production. Donc, que se dessine-t-il en Côte d'Ivoire et plus largement donc en Afrique de l'Ouest sur des futures capacités de production qui seraient communes? Nous, évidemment, on appelle de nos voeux les aides. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on est arrivé vraiment à compte d'auteur. C'est-à-dire que si nous avons investi, on a la chance d'avoir un groupe en Europe qui fonctionne bien et on a investi de l'argent, on a investi beaucoup d'argent à l'échelle de la Côte d'Ivoire. On est tout seul. Et moi, je serais ravi d'avoir un écosystème qui nous aide et qui partage la valeur avec nous. On aimerait beaucoup que des diffuseurs, des fondations, etc., participent aussi à cet effort. Parce que ce qui est très, très, très coûteux, c'est la formation, c'est de démarrer, en fait. Nous, on a 30 jeunes aujourd'hui au Dikoko qu'on va accompagner, une trentaine de jeunes. Ils ne vont pas tous devenir des stars. Il y en aura peut-être 2, il y en aura peut-être 4 qui vont passer la rampe, mais on est obligé d'en former 30. On ne peut pas juste dire sur les 30, on prend les 2 qui vont marcher et on abandonne le reste. Donc on est obligé d'investir pour tout le monde. Et puis ça coûte beaucoup d'argent, c'est risqué. Il y en a qui peuvent se décourager en cours de route, il y en a qui peuvent ne jamais y arriver. Donc ça, on a vraiment besoin que cet aspect-là soit soutenu par l'écosystème, quitte à d'ailleurs ce que les artistes partent. Nous, on n'a aucune vocation au Dikoko de garder l'exclusivité avec les artistes. Nous, on veut que les artistes ils fassent 2-3 ans chez nous pour se former et qu'après ils vivent leur vie. Nous, on a envie qu'ils aillent jouer partout, chez nos concurrents, qu'ils aillent jouer à la télé, qu'ils fassent des tournées. Et demain, moi je le dis, si demain il y a 10 Dikoko en Côte d'Ivoire avec 9 concurrents, mais je serais super heureux. Parce que ça veut dire qu'il y aura un marché et qu'on ne sera pas les seuls à prêcher dans le désert. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer pour la Côte d'Ivoire et pour le reste de l'Afrique d'ailleurs. Et justement, donc, Alex, comment des collaborations pourraient se nouer entre vous sur le développement de studios de production par exemple? Alors, déjà, avant d'arriver même à la question de studio de production, c'est que je constate quand même qu'on est individuellement dans nos pays pas assez nombreux pour arriver à créer une espèce d'industrie, pour arriver à créer de la récurrence et du nombre. Donc déjà, il faut qu'on arrive à penser d'une manière globale, on va dire ouest-africaine, d'une manière collective. Et en plus, on a un moment donné, dans un moment où, comme a dit Marie, il y a une accélération de la production, une accélération de la demande qui est mondiale en fait, qui n'est pas que africaine. Donc nous, en Afrique, on se retrouve un peu coincé dans un moment où il faut produire plus, mais on n'a pas forcément toutes les capacités et tout le nombre pour suivre ça. Donc on est dans ce jeu un peu d'équilibriste qu'on va réussir, mais pour le réussir et pour ne pas prendre du retard, il faut vraiment qu'on arrive à penser de manière régionale en fait. Donc moi, si je devais préconiser qu'il y ait un jour un studio, je ne dirais pas qu'il faut qu'il y ait un studio ivoirien ou sénégalais, il faut qu'il y ait un studio ouest-africain. Parce qu'en plus de ça, il faut qu'on arrive à mutualiser toutes ces compétences-là, parce qu'on est obligé aujourd'hui de faire de la formation continue. On ne peut pas se dire on va s'arrêter, former des gens et les prendre une fois qu'ils sont prêts pour tourner. On doit tourner en même temps en fait. Donc pour arriver à faire ça, il faut qu'on arrive à mutualiser les compétences, les forces, et ce n'est qu'à travers les différents pays qu'on arrivera à faire ça ensuite. Et Marie, justement. Oui, juste peut-être pour donner un éclairage un peu panafricain sur cette histoire de studio, parce qu'il y a d'autres pays qui s'y mettent. Donc on est tous au courant, il y a certains pays qui sont très forts pour accueillir des productions internationales qui ont déjà des studios, notamment le Maroc ou l'Afrique du Sud. Il y a des pays qui s'y mettent. Donc l'île Maurice maintenant est une nouvelle terre de tournage. Donc ils ont maintenant des studios, sont en train d'être construits. La Namibie regarde ça, le Kenya y réfléchit et forcément le Nigeria y réfléchit aussi. Et c'est très important parce que les studios, c'est pas seulement donc pour les productions de séries locales ou de films locaux, mais c'est pour toute l'industrie. Donc il y a les pubs, il y a les vidéos corporate, il y a les clips vidéo. Allô, c'est revenu, les clips vidéo. Et puis surtout, ça fait partie d'une stratégie pour certains pays s'ils veulent s'établir comme territoire de tournage, parce que donc dans cette étude que je viens de terminer, on donne 4 pistes de développement pour l'industrie, 4 modèles. L'un est basé sur Nollywood, l'un est basé sur plutôt les films d'auteur à la française, l'un sur la création de festivals leaders, comme par exemple FESPACO et à Ouagadougou, et l'autre sur le service. Et donc ce modèle de service, pour pouvoir attirer des productions à la fois locales et internationales, il faut ce type d'infrastructure. Mais c'est un modèle qui peut être extrêmement lucratif. Donc voilà, j'espère aussi que la sortie de ce rapport va permettre à certains pays de se rendre compte du potentiel sur lequel ils sont assis et de booster un petit peu ce secteur-là.
pour compléter aussi, c'est vrai qu'on peut parler d'infrastructure, on peut parler de la chaîne de valeur, mais n'oublions pas aussi qu'il faut parler des entrepreneurs. Et dans cette formation des entrepreneurs, il y a aussi probablement, et c'est l'expérience que l'on est en train de faire, en tout cas c'est ce beau projet que l'on est en train de faire avec ESP et avec l'appui de l'Institut français et de l'ambassade de France, où on a sélectionné 14 entrepreneurs dans les industries culturelles et créatives, 4 dans l'audiovisuel et l'animation et 4 dans la mode, design et le jeu, parce qu'on souhaitait aussi accompagner ces entrepreneurs avec une vision vraiment très, très business. Donc c'est vrai qu'ils ont des talents naturels, ils ont déjà eu accès au marché, ils ne nous ont pas attendus, donc ils ont pris le risque. Mais on se rend compte que pour pouvoir passer à l'échelle, ils ont besoin aussi d'être accompagnés, d'avoir une vision business, d'avoir toutes les clés de l'accompagnement, de l'organisation d'un business qui leur permettra d'avoir accès et de passer à l'échelle, parce qu'effectivement les opportunités sont là. Je crois qu'ils en sont conscients aujourd'hui avec la mise en réseau. Et ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, ça soit une mise en réseau de toute l'industrie. En fait, c'est vraiment une industrie où ils sont connectés les uns et aux autres. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ils raisonnaient parfois de manière soit sur leur secteur, soit de manière individuelle, alors qu'ensemble, ils peuvent faire déjà des choses en Côte d'Ivoire, évidemment dans la sous-région. Et d'ailleurs, Marie, est-ce que dans le cadre de ton rapport, tu as vu d'autres initiatives similaires se créer, initiatives de type d'accélérateur des industries culturelles et créatives? Il y en a plein en ce moment. Comme Françoise le disait un petit peu au début, on est dans une phase où les institutions internationales et les gouvernements ont découvert soudainement le potentiel des industries culturelles et créatives. En fait, au niveau mondial, c'est un secteur qui génère 2,25 millions de milliards, des trillions en anglais, je ne sais pas comment c'est en français, j'espère que je n'ai pas fait une erreur. C'est énorme, c'est 5% du revenu mondial qui vient de ces industries-là. En Afrique, c'est seulement 59 milliards ou 58 milliards. Donc il y a un énorme gap, un énorme potentiel. Donc maintenant, ça c'est connu. C'est l'année des industries culturelles et créatives à l'ONU cette année. Il y a un gros push de beaucoup d'organisations financières qui viennent commencer à s'intéresser à ces industries-là. Donc tous ces sujets, ils reviennent. Des sujets comme la formation et l'éducation, c'est un gros sujet. Il y a des problèmes aussi de propriété intellectuelle, de piraterie qu'il faut régler, c'est très compliqué. Et il y a aussi des gros sujets de l'arrivée des GAFA et leur prise de position très dominante, parce que souvent il n'y a personne, il n'y a pas de règles, mais en même temps, pour les créateurs, le fait qu'il y ait Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, qui maintenant leur permettent de monétiser leur contenu, c'est une énorme révolution que on n'a pas encore vue, mais ça, c'est à venir et c'est l'une des grosses tendances de ce rapport. Il y a maintenant des sous-industries partout dans le continent où il y a des jeunes créateurs qui vivent de YouTube et Facebook. Au Rwanda, tous les jeunes créateurs vivent de ça. En Tanzanie, au Kenya, au Nigeria forcément, au Sénégal. Et ça, on ne le voit pas encore parce que c'est de l'année dernière, c'est de la pandémie où tout le monde s'est reporté sur Internet. Et ces GAFA-là mettent beaucoup d'efforts aussi pour soutenir l'écosystème. Donc ils ont toutes sortes de programmes de développement. Ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que ceux qui sont un peu en retard, c'est les gouvernements en fait. Et ils sont en train de laisser partir leurs talents chez les Américains, chez les Chinois. Et il faut qu'ils se réveillent. Donc je pense qu'ils vont s'en rendre compte parce que donc l'étude que j'ai faite est pour les gouvernements, donc ils vont l'avoir en phase 2, mais c'est vraiment le moment de créer un écosystème qui est beaucoup plus, qui va venir en soutien des talents locaux, parce que sinon ils vont partir. Ils vont aller en Europe, ils vont aller aux États-Unis, en Chine peut-être maintenant, pour avoir des meilleures conditions de travail. Donc c'est en plein mouvement et toutes ces choses se passent en ce moment. Et je voulais dire aussi que c'est un secteur qui est... donc rien que le film et l'audiovisuel, en Afrique, ça génère 5 milliards de dollars et environ 5 millions d'emplois aujourd'hui. Ça a le potentiel d'être 5 fois ça, avec de l'investissement relativement facile. Donc il ne faut pas seulement voir ça d'un point de vue d'aide ou de subvention. Il y a vraiment un marché qui s'est créé maintenant et ça peut... C'est suffisamment solide pour attirer de l'investissement en dur, en equity, dans des business qui tiennent la route, comme celui, par exemple, d'Alex.